les zones qu'on voit en blanc, là, ce sont des zones qui ont été relevées avec un champ magnétique qui est 10 fois plus fort que prévu. Une surface énorme. Qu'est-ce que tu peux dire plus concrètement? Il y a des champs magnétiques locaux. Le taux d'oxygène, il est 30% supérieur aux prévisions. 30%, c'est bien marqué. On le voit là, dans les cratères où il y a des champs magnétiques, où il y a une pression assez forte, où il y a une température plus élevée. Ils ont trouvé de la glace d'eau à moins de 2 cm de profondeur. Voilà, oui, on ne voit pas malheureusement, mais la glace d'eau. Bonjour à tous, bonjour André, bonjour Ahmed. Nous sommes sur la chaîne d'André, la chaîne André AS. Donc c'est une capsule que nous avons, la première capsule d'une série qui a été convenue avec André, avec Ahmed, pour présenter quelques thématiques d'ordre scientifique concernant Mars, la climatologie sur Mars, de manière à illustrer un peu tous les contenus, les exposés qui sont dans les vidéos d'André sur sa chaîne et dans ses livres. André, tu as commencé à publier tes livres en 2017, donc tu es un témoin des PSS, des programmes spatiaux secrets. Tu es encore assez peu connu en France et donc heureusement que tu as une chaîne YouTube et beaucoup de vidéos très enrichissantes, des articles. Donc nous n'allons pas parler des programmes spatiaux secrets aujourd'hui et ton expérience sur Mars, qui est dans tes livres Lone Wolf et la série de livres que tu as publiés depuis quelques années. Donc aujourd'hui, c'est la première d'une série de capsules d'ordre, d'orientation scientifique destinées donc à comprendre, à aider à comprendre le public, à aider le public à comprendre ce qu'est les possibilités de vie sur Mars, en tout cas les caractéristiques physiques et climatologiques sur la planète Mars, prendre en compte les chiffres, les données officielles de la NASA et surtout les données réelles qui nous aideront à comprendre effectivement les conditions de vie sur Mars. Donc aujourd'hui, André, on a choisi avec toi, avec Ahmed, donc de se concentrer sur les champs magnétiques et sur quelques autres notions, la température, l'oxygène, la pression. Donc une capsule de 25 minutes, disons maximum 30 minutes. Donc on t'écoute, André. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces thématiques et sur les champs magnétiques en particulier? Voilà. En fait, là, on prépare ces vidéos-là aussi parce que faut comprendre comment ça se fait qu'on peut y vivre là-bas. Voilà. Déjà, donc, parce que sinon, les gens ne comprennent pas les PSS, comment c'est possible. Donc, beaucoup de chiffres qui sont des informations officielles qui passent, mais qui sont très peu reliées. Et on a vraiment des données qui sont contradictoires avec le discours officiel. Voilà, donc par exemple, on nous dit souvent, voilà, on nous répète qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, par exemple. Et donc, s'il n'y a pas de champ magnétique, il ne peut pas y avoir la vie parce qu'il y a les radiations. Voilà. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il se trouve que, oui, il y a des champs magnétiques sur Mars et même des champs magnétiques, on va dire locaux, mais capables d'englober des vastes zones comme un pays, on dirait. Voilà, c'est vraiment des vastes régions. Et par exemple, on retrouve ces informations sur le site actualité, Universe Today, par exemple. Alors là, je vais essayer de le montrer, je ne sais pas si on voit. Voilà. Ils disent, voilà, Mars ne possède pas une magnétosphère à l'échelle planétaire, mais elle présente des zones de magnétisme. D'accord? Des zones, justement. Et en développant, ils nous expliquent bien ce que l'étude
Alors, voilà. oui. S'il te plaît, André, est-ce que tu peux quand même revenir sur une notion très simple? Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, par exemple, la magnétosphère de la planète Terre, par exemple? Qu'est-ce qu'on sait et comment elle protège effectivement? Quelle est l'importance de cette magnétosphère pour nous protéger des rayons ultraviolets, des rayons cosmiques? Quelques notions générales pour le public qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, le cœur de la Terre est en rotation. Ça crée un effet de champ magnétique. On sait que c'est comme une dynamo. Quelle est sa fonction, surtout? Quelle est sa fonction, alors, pour ce qui est du développement de la vie? Par contre, sa fonction, oui, parce qu'elle est primordiale, étant donné qu'elle repousse les radiations cosmiques, toutes les particules nocives, les radiations. C'est une protection, oui, qui fait baisser les radiations au niveau de la Terre. Il y a très peu de radiations qui touchent la Terre. Et donc, ça permet à la vie, effectivement, de pouvoir se développer sans être trop impacté par les rayons cosmiques. Voilà. Donc, ça, c'est l'importance d'avoir un champ magnétique. Et comme on nous dit qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, effectivement, on va nous dire qu'il n'y a pas de vie possible. Sauf que c'est contredit quand même, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a même un champ magnétique global, mais qui est très faible, on va dire, globalement. Mais localement, on a des champs magnétiques assez forts. Voilà, donc ça permet déjà, voilà, par exemple, sur Québec Science aussi, ils en parlent. Hein. Voilà, donc un champ magnétique était inattendu, hein, donc il révèle quand même des champs magnétiques assez forts. Voilà, donc on a quand même pas mal d'informations qui prouvent que Mars a des champs magnétiques. Donc déjà, à partir de là, on veut dire, on a une protection au niveau de la vie qui est possible, déjà. D'accord ? Alors, concrètement, dans l'article que tu m'as envoyé, de l'un des articles, je crois que tu m'as envoyé Québec Science et un autre, je crois, Universe. Dans l'un des, oui, je crois, c'est dans cet article qui parle donc de la sonde InSight, qui s'est posée sur Mars. Il y a tellement de sondes à remettre qu'on en perd son latin, on en perd son. À force de sonder. En fait, si on a l'article un peu plus, voilà, je le remets vite fait en grand comme ça. Voilà. Oui, alors, ce que je voulais dire, André, c'est que dans cet article ou dans l'autre, on indique que les satellites, je crois, qui sont en orbite, avaient à 150 km d'altitude, avaient évalué le champ magnétique global de la planète et considéré qu'il était très faible. D'accord ? Oui. Et donc, pour ce qui concerne InSight, d'après ce que j'ai compris dans cet article et dans l'autre, là, je ne l'ai plus sous les yeux, en fait, on nous expose que InSight, donc, qui posait sur le sol martien, dans certaines zones, précisées évidemment, a évalué effectivement le champ magnétique local à la surface, et est beaucoup supérieur aux estimations générales. Ben, là, on parle ça, c'est très, très important. On parle de 10 fois plus. Donc, on voit bien que là aussi, le discours, il est toujours dans le même sens, mais il ne prend pas en compte des relevés qui ont été faits. Voilà, c'est en 2018. Donc, bon. Alors, André, puisque tu me tends la perche, le discours mainstream, c'est qu'en fait, suite à une catastrophe cosmique, il n'y avait plus de champ magnétique. C'est ça, donc capable d'accueillir une atmosphère, etc. C'est ça, en fait, le discours qu'on a. Le discours, il est que suite à une catastrophe, il n'y a même plus rien du tout sur Mars. Il y aurait non seulement plus de champ magnétique, mais plus d'oxygène, plus rien, quoi. C'est une planète sèche, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ce que les instruments rapportent en réalité. Disons qu'il y a le discours qu'on entend, et puis il y a les relevés qui sont vraiment rapportés et qu'on ne les entend pas vraiment. Donc, il faut savoir où on regarde, qu'est-ce qu'on veut entendre ou qu'est-ce qu'on veut savoir. Hein. Donc, si on veut savoir concrètement, André, reprends l'article un petit peu. L'article, les contenus,
désigne 2 sites, je crois. Ce sont 2 sites qui ont été sur lesquels il y a eu des mesures, c'est ça, ou un seul site? Il y a une carte qui a été élevée quand même. Ce que je veux dire, c'est pas un site. On voit bien là. Ça a été pris du site en question, hein, ici, hein, voilà, sur Québec. Là. Donc, on voit bien qu'ils ont relevé une carte et des zones de champs magnétiques sont énormes. C'est la taille d'un pays, quoi. C'est pas des petites zones, voilà, un petit peu. Donc, c'est vraiment des grandes zones de protection un peu partout, hein, sur la planète. Donc, bon. Est-ce que j'ai lu, André, très important, bon, c'est un petit aparté, mais quand même intéressant. En fait, le total de la surface martienne est équivalente à la totalité des surfaces des continents terrestres. Est-ce que tu confirmes? Ouais, c'est à peu près ça. Mars, elle est, on va dire, est 2 fois plus petite que la Terre, donc ouais, ça correspond à. Oui, c'est une planète qui est plus petite. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Mars apparaît beaucoup plus petite que la Terre, en vérité, quand on la compare son diamètre. Oui. Mais, étant donné qu'il n'y a pas d'océan en surface, disons que la surface totale de la planète Mars est équivalente à la totalité des continents émergés sur la planète Terre. Ce qui veut dire que la surface est énorme, bien plus importante que ce qu'on imagine quand on voit la Bien Terre. sûr, mais bon, après, on parlera une autre fois de ce qui est d'océan ou d'eau, mais on prend la globalité de la planète. Oui, ça correspond à peu près à tout ce qu'on a des terres émergées terrestres. Mais effectivement, c'est pas rien. C'est pas la Lune. Donc, ouais. Donc concrètement, ici, on est sur les champs magnétiques. Donc, on dit les champs magnétiques sur une surface qui correspond finalement à la surface des continents de la Terre. Donc, c'est une surface énorme. Qu'est-ce que tu peux dire plus concrètement? Il y a des champs magnétiques locaux, mais on sait que dans tes témoignages également, on trouve une vocation sur la vie sur Mars dans différentes circonstances. Mais globalement, est-ce que tu penses qu'on peut tirer les conclusions qu'il y a une grande partie de la surface martienne qui est protégée des rayons cosmiques ou une petite partie? Qu'est-ce que tu dirais en quelques mots? Moi, je dirais que c'est une grande partie. Et je pense que, bon, là, après, c'est moi qui m'avance, mais je pense qu'ils découvriront quand même, ou qu'ils finiront par dire, qu'il y a quand même un champ magnétique global un peu plus intense que ce qu'il laisse apparaître. Mais pour ce qui est de ce qui est officiel, quoi, on voit bien sur la carte qui a été relevée, dont j'ai mis, on voit bien des zones, vraiment des grandes zones. Parce que là, si on a tous les continents réunis pour faire une planète comme Mars, les zones qu'on voit en blanc, là, ce sont des zones qui ont été relevées avec un champ magnétique qui est 10 fois plus fort que prévu. Donc, c'est des pays. C'est aussi grand que des pays. Oui, c'est des très, très vastes zones. Donc, on peut être là-bas, puis faire des kilomètres en étant protégé, quoi. Du moins, en partie protégé par ce champ magnétique-là, bien sûr. Donc, c'est tout ça, Ahmed, on est d'accord, c'est quand même des informations très, très importantes qui sont corroborées par des revues scientifiques officielles aux États-Unis, en France, on a Futura Science, au Canada. Donc, il est clair que la planète Mars est protégée largement des rayons cosmiques, contrairement à un discours officiel mainstream qu'on a entendu depuis des dizaines d'années. La vie ne peut pas se développer sur Mars, entre autres par l'absence de champ magnétique. Voilà, on ne va pas le montrer, en parler maintenant, mais on a quand même des clichés, des choses intéressantes qui montrent qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vivre là-bas. Donc, et donc, il faut que ce soit aussi protégé. Donc, ça va avec. Ça suit cette logique, quoi. On n'accélère pas trop, parce que si on devait montrer tout ce que André va nous montrer dans la vidéo, on ferait peur au public tout de suite. On avance doucement. Bon, merci André merci pour cette première partie, cette première exposé. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu, André? Qu'est-ce que tu as prévu?
tu nous as parlé de la température. On a la question. Avant la température, on a quand même la question du taux d'oxygène. Le taux d'oxygène, encore une fois, là aussi, a été sous-évalué. Voilà, donc là, si on va, alors je vais voilà. Donc, on a des pics d'oxygène qui intriguent les scientifiques. On le voit là sur le site National Geographic. D'accord ? National Geographic. Voilà, donc on va un peu plus loin. Voilà, donc ils expliquent bien que, en fait, le taux d'oxygène, il est 30% supérieur aux prévisions. 30%, c'est bien marqué. On le voit là. On est en 30%. Donc, on est encore là une fois, le discours officiel, bon, ben, il ne va pas dans ce sens. Hein. Comme d'habitude, il n'y a rien, on ne peut pas respirer, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'oxygène. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Or, on a quand même des sites sérieux qui rapportent encore une fois, les études du terrain ne sont pas la même chose que le discours mainstream, hein, chaque fois. Donc, tu as bien indiqué les liens de tous ces articles et les dates de parution des articles à la fin de la vidéo. Oui, donc tous les liens, ils y sont en haut, hein, pas de souci. Quand on revient sur la première page, à chaque fois, on retrouve, alors quand il y a la date, il y a marqué la date. Et s'il n'y a pas la date, ce n'est pas bien grave parce que nous avons le lien. Donc le lien est indiqué. Et les gens qui sont, par exemple, les scientifiques, là, celui-là, ce Chil Atreya, je ne connais pas, mais bon, c'est un planétologue, donc ben voilà, il y a son nom, hein, il y a tout. Donc on a les articles et les liens seront mis de toute façon dans la description, hein, donc, de la vidéo. Avant de finir, j'ai un scoop à vous annoncer, mais je le ferai en fin d'émission. Ah, très bien. D'accord. Donc, la Terre, mais pas Mars. D'accord. Alors là, ce qui nous amène aussi, puisqu'on a parlé de l'oxygène, ça nous amène aussi, encore une fois, à l'oxygène, d'où il vient. S'il n'est pas fait par la vie, d'où il vient, on ne sait pas. Alors on dit que c'est des roches, mais on ne sait pas. Mais c'est pareil pour le méthane. C'est pareil pour le méthane. Le méthane, qui est aussi un produit de la vie, peut-être aussi fait par les roches. Alors, avec la NASA et tout ça, enfin les médias mainstream, tout est fait par les roches sur Mars, de toute façon. Hein. Quand on voit quelque chose, c'est une roche. Quand c'est l'oxygène, c'est une roche. Quand c'est du méthane aussi. Donc, s'il y a de l'eau, c'est sûrement une roche. Donc, oui. Voilà. André, comme tu as une facilité avec le domaine scientifique, bon, c'est un plaisir de t'écouter, bien sûr, mais pour le grand public qui ne possède pas des notions élaborées que connaît Ahmed et moi aussi en partie, mais concrètement, il faut toujours être très spécifique si tu veux, parce que s'il y a le moins de flou, les gens en perdent le fil. Donc, le méthane, je vais te donner un exemple, le méthane, on sait sur Terre, et c'est aussi comme ça que sont conduites les études en exobiologie, par exemple sur la planète Titan. Tu sais que la planète Titan, qui est un des satellites de Jupiter, est connue pour posséder des lacs de méthane. Des rivières de méthane. Tout à fait. Ouais. Mais par ailleurs, on sait que, et donc, tu sais qu'on pense tant, de même que sur Ganymède et sur Europa, il y a aussi les scientifiques estiment qu'il y a des océans d'eau souterrains sur Titan également, sur Titan, donc les conditions de vie, etc. Mais pour ce qui est du méthane à proprement parler, pour les scientifiques, le méthane est également produit comme forme d'élimination pour des micro-organismes. Oui, aussi. Donc le méthane est un signe de vie, en tout cas de vie de micro-organismes sur Terre et dans des environnements exoplanétaires, exobiologiques potentiels. Donc c'est à cela que tu renvoyais aussi implicitement. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais en fait, oui, d'ailleurs, on a par exemple du méthane au fond des océans. On sait qu'il remonte des fois en surface, ça fait des bulles de méthane, mais on sait que c'est le produit d'organismes qui se sont décomposés depuis des millions d'années. Donc, ça vient bien du vivant. Hein.
D'ailleurs, quand une vache elle mange un peu trop d'herbe, elle finit par faire du méthane aussi. Bon, enfin bref, Voilà. le méthane, c'est un produit de la vie. Donc c'est ça, c'est très important, il faut que tu insistes là-dessus. La présence de méthane sur Mars, qui est confirmée par ces articles scientifiques, oui. Alors tout ça est en point d'interrogation sur les significations, mais une hypothèse à prendre en compte, c'est qu'effectivement, ce méthane est la trace d'une activité biologique passée ou même présente. Hein. André, on est bien d'accord. Présente, oui. Alors, présente, oui, parce que c'est des cycles. Ils ont remarqué que sur Mars, il y a des cycles de méthane. C'est-à-dire, alors c'est des cycles répétitifs, c'est toujours les mêmes cycles. Un peu comme si nous, on a des saisons, on a le printemps, donc à ce moment-là, il y a plus d'oxygène, ou il y a plus de vie, donc plus de méthane qui va aller dans l'atmosphère. Et sur Mars, c'est ce qui se passe en fait. Hein. Ils ont bien repéré que c'est cyclique. Pour l'oxygène aussi, il y a des cycles où il y a plus d'oxygène qu'à d'autres moments. Donc, je veux bien que ce soit des roches, mais enfin, c'est cyclique quand même. Donc, ça ressemble beaucoup à des comment on appelle ça, à des saisons, quoi, hein, quelque chose de saisonnier. Des saisons. Voilà. Donc, beaucoup de questions qui sont posées autour du méthane. Et donc de l'oxygène. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'oxygène? Alors, avant de conclure, hein, parce qu'on est d'accord, c'est une idée de capsule. On a parlé beaucoup de ces aspects, toi et moi, et tu en parlais avec Ahmed également. Bien sûr, l'oxygène, la concentration d'oxygène, le taux d'oxygène globalement ou sur telle ou telle zone. Et tu m'as expliqué dans ces entretiens, effectivement, le rôle, par exemple, de la gravité, de la pression, et donc, par exemple, l'importance de la géographie physique, par exemple, de l'altitude au-dessus de la surface ou en dessous de la surface. Alors, on a beaucoup parlé, toi et moi, du Valle Mairinaris, qui est un immense canyon, le grand canyon qui est sur Mars, qui s'étend, je crois, sur plusieurs milliers de kilomètres de longueur. C'est ça. Oui, c'est les grandes cicatrices qu'on voit tout au sens sur les photos. Oui, cette grande cicatrice qui est sur les photos de Mars, au niveau plus ou moins de l'équateur, et qui vaut en longueur, effectivement, à la côte est américaine jusqu'à la côte ouest, c'est-à-dire plus de 3 à 4 000 kilomètres. Et en profondeur, alors en altitude, je crois que ça monte à plusieurs milliers de mètres en altitude. 10 000 mètres, hein. Mais en hauteur, à 10 000 mètres. Ouais, mais et en profondeur également. Oui, non, mais c'est 10 000 mètres en tout, quoi. Je veux dire, d'en haut à en bas, on a 10 000 mètres de dénivelé. Donc, c'est une falaise. Ça fait de fausse Marianne, hein. Exactement. Ouais. Plus, oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire concrètement sur l'importance de cette géographie de plonger en profondeur au-dessous de la surface en termes climatologiques, en termes physiques? Eh bien voilà, donc là, on peut faire un parallèle avec le Grand Canyon d'Arizona, qui fait un peu moins de 2000 mètres, hein, je crois 1800 mètres ou 1500 mètres, je ne sais plus, à peu près. Enfin, il est quand même assez profond. Et ce Grand Canyon-là, par rapport à sa profondeur, justement, on a une pression, plus on descend, et plus la pression est forte. D'accord? Ce qui est logique, hein, c'est comme quand on va sous l'eau. Bon, et donc, ça a donné lieu à 5 biotopes différents, selon les niveaux. Donc, on a 5 biotopes différents parce que, justement, on a des pressions différentes et donc, du coup, on a des climats différents. On a 5 climats différents, des 5 biotopes différents. Et là, on plonge à 1500 mètres en profondeur. Voilà, 1500 approximativement. À peu près 1500 mètres, aux alentours de 1500 mètres. Voilà. Et alors, sur Mars, évidemment, là, on n'est plus à. Les dimensions sont colossales, puisqu'on est à 10 000 mètres. Bon, sachant que la pression est moindre, la gravité est moindre, on peut faire quand même un parallèle facile en voyant qu'il peut y avoir des biotopes différents aussi, différents biotopes à ce niveau-là, quoi. En tout cas, des climats différents à ces différentes altitudes. Jusqu'à 10 000 mètres, c'est énorme quand même. Et dernièrement aussi, alors ils ont trouvé sur
justement sur le Grand Canyon martien, de l'eau au fond du canyon. Donc voilà, il faudrait revoir. Et puis alors l'information, on la trouve, elle est récente. Hein. Au fond du Grand Canyon, devant les Marineris, ils ont trouvé de l'eau. Ils disent qu'il y a de l'eau. Donc ils ne disent pas c'est des traces d'eau, ils disent de l'eau et même de l'eau pure. Donc ça veut bien dire qu'il y a une pression. Et donc si on a une pression qu'il y a de l'eau à l'état liquide, c'est que la pression est beaucoup plus forte que ce qu'ils nous disent. Parce que sinon, l'eau se serait déjà évaporée. Hein. Parce que quand on a une pression plus faible, l'eau, c'est ce qu'ils nous disent, si on tient les pressions qui sont données, alors l'eau, elle s'évapore, tout simplement. Donc, obligatoirement, c'est qu'on a une pression plus forte qui ressemble, qui s'approche à ce qu'on a sur Terre, même si ça serait une pression qu'on retrouverait, je ne sais pas, moi, en très haute altitude. Hein. C'est pas grave. C'est quand même une pression en altitude. L'eau, par exemple, dans les Alpes, l'eau a le bout à 80 degrés au lieu de 100, hein, en haut, selon la hauteur où on est. Parce qu'il y a moins de pression. Donc là, si l'eau, elle ne part pas, elle ne se bime pas directement et qu'elle est là, ça veut dire quand même qu'on a une pression assez forte, plus forte que ce qu'on nous dit, en tout cas. D'accord. Alors, revenons encore un mot sur l'oxygène, hein, puisque c'était le des thèmes. Tu nous parlais de la pression et dans nos entretiens, on a parlé de la gravité, bien sûr. Oui, donc la gravité augmente plus on est en profondeur. Voilà. Et donc, cela a une influence sur l'atmosphère elle-même, sur l'air, sur les composés de l'atmosphère. Ben, tout à fait. D'ailleurs, il suffit encore une fois d'écouter le discours officiel en disant que Mars a une gravité tellement faible qu'elle ne peut pas retenir son atmosphère, par exemple. Or là, pour avoir une pression où il y a de l'eau à l'état liquide, d'abord, il faut une température au-dessus de 0 pour que l'eau soit liquide, déjà, parce que sinon, elle ne peut pas être liquide. Donc, ce qui veut dire des températures supérieures à ce qu'ils nous disent, en tout cas dans certains endroits. Et puis, une gravité plus forte pour qu'elle puisse retenir tous les gaz, retenir plus d'oxygène, pour justement que l'eau, elle reste où elle est, qu'elle ne s'évapore pas. Donc, toutes ces données-là montrent bien que Mars est une planète plus proche de la Terre, du cadre terrestre en tout cas, que ce qu'on veut bien nous montrer avec des images de planètes toutes sèches. Voilà. Concrètement, est-ce que tu peux résumer encore plus simplement, comme on l'a déjà fait dans l'entretien, la gravité augmente en profondeur et va retenir donc les particules, les molécules, et donc supposément augmenter la concentration en molécules d'hydrogène, d'oxygène. Ben c'est ça, c'est que plus on est. De toute façon, c'est comme nous en montagne. Hein, pourquoi il y a moins de pression? Parce que plus on est. En montagne, en altitude. Plus on est en altitude, moins on est soumis à la gravité, forcément. Plus on est au fond, plus on a une gravité forte. Et donc, c'est ce qui se passe aussi, par exemple, dans Valles Marineris, à 10 000 mètres de profondeur, la gravité est beaucoup plus forte que ce qu'on nous fait croire. Et ça rejoint d'ailleurs des profondeurs de certains cratères qui sont très profonds, très grands, et où la gravité et la pression sont là aussi beaucoup plus fortes que ce qu'on nous fait dire. Il suffit de prendre des mesures sur un plateau qui est haut, et puis comme ça, on est dans ce que le mainstream veut nous dire. Mais s'ils prennent les mesures là où il faut, de partout, c'est-à-dire dans les cratères où il y a des champs magnétiques, où il y a une pression assez forte, où il y a une température plus élevée, puisqu'en température, des températures ont été relevées à plus de 30 degrés. Hein. Voilà, donc sur Mars. Donc, ce qui montre qu'effectivement, là aussi, ça ne correspond pas. Voilà, donc on a ici, on voit bien en bas les 30 degrés, hein, c'est bien dans le petit carré jaune. Quelles sont les zones indiquées, par exemple, concrètement, André? Le rover Spirit, il se trouve quand même au-dessus de l'équateur,
on a relevé au moins les 35 degrés. Ça explique qu'on peut avoir de l'eau liquide. Donc, de l'eau liquide, qui veut dire une pression, qui veut dire une gravité plus forte, qui veut dire une température plus élevée, avec des champs magnétiques locaux qui protègent toute une région. Je ne sais pas, il semblerait qu'on ait quand même là tous les ingrédients pour abriter la vie, quoi. Je veux dire, il me semble. Hein. Je sais pas. Ahmed, tu veux intervenir? J'allais le dire. Ahmed, on a oublié de parler aussi de la calotte polaire sud et nord. Hein. Je veux dire, il y a régulièrement de la neige là-haut. Oui. Alors, il y a de la neige, a priori, il y aurait de la neige carbonique d'un côté et de l'autre côté de la neige d'eau. Vraiment de l'eau. D'accord. Bah, je veux pas avancer dans la thématique parce que non, mais c'est très bien parce que justement, ils ont relevé. Là aussi, on le trouve facile parce que c'est une information qui est hyper récente. Ils ont trouvé de la glace d'eau à moins de 2 cm de profondeur. Voilà, oui. On ne voit pas malheureusement, mais c'est la glace d'eau. Oui, je vois bien. Ouais. Oui, c'est la glacière. Mais ils ont trouvé de la glace d'eau à moins de 2 cm d'épaisseur, grattée avec le rover. On la voit pour la glace. 2 cm. Une question, d'accord. Le cycle de l'eau, effectivement, Ahmed, on s'est mis d'accord avec toi et avec André surtout de consacrer une capsule à cela parce que c'est tellement énorme qu'on laisse ça de côté pour le moment. Je reviens sur ce que tu disais, donc en profondeur, dans le Valier Marinaris qui plonge à 10 000 mètres, admettons. Oui. Donc la pression augmente, la température augmente en profondeur, la gravité augmente. Alors, l'oxygène sera-t-il beaucoup plus dense à moins 5000 mètres, par exemple, qu'en surface? Ben, forcément. Forcément. C'est ce qu'il faut dire pour notre public. Hein. On est de la vulgarisation ici. Il faut que tu sois très précis pour que les gens cherchent des repères. Ce qui fait la pression, c'est l'atmosphère. Donc, la composition, ce qui rend la composition de l'atmosphère, c'est aussi l'oxygène. Donc forcément que déjà ils en ont relevé 30% de plus, mais sans parler de cette histoire de pression, donc on peut imaginer qu'ils sont encore en dessous pour certains endroits, quoi, facilement. Donc plus on va en profondeur, plus l'air sera dense et plus le taux d'oxygène sera élevé. C'est ça ? Automatiquement, on aura plus de gaz, donc oui, on aura plus de tout. Hein. Donc potentiellement, ce qui est suggéré, ce qui est évoqué dans ton exposé ici, on ne va pas développer la vie elle-même, hein, Ahmed, ce n'est pas le moment aujourd'hui, mais pour donner des directions au public qui écoute cette vidéo, qui écoutera les autres capsules, il y a la surface, bien sûr, la vie en surface, c'est une question très très vaste hein, qu'André va développer dans plusieurs capsules, dans plusieurs vidéos, mais pour ce qui est de la profondeur, d'aller en profondeur également, ça nous permet de supposer que des organismes biologiques végétaux ou animaux, par exemple, ou microscopiques, pourront se développer avec un taux d'oxygène supérieur à moins 5000 mètres ou moins 8000 mètres de profondeur que ce que sont les conditions en surface. Hein. Est-ce qu'on peut comprendre comme ça, André? Oui, bien sûr. Puis en plus, ça soulève la question de d'où vient cet oxygène, quoi, par exemple. Donc oui, ça c'est le chat qui se mord la queue, là, effectivement. Alors évidemment, on ne va pas développer encore ici sur les conditions biologiques, hein, mais un petit aparté, Ahmed, André, vous avez confirmé, les organismes végétaux émettent de l'oxygène. Ben oui, c'est ça. Et puis capte le dioxyde de carbone et expulse l'oxygène. Bien sûr, tout à fait. Donc, moi, je veux bien que ça vienne des roches, mais bon, encore une fois, c'est un peu facile de tout mettre sur les roches. Oui, surtout quand il y a anguille sous roche. Hein. Voilà, ben, là, on peut le dire, parce que ça fait beaucoup d'éléments, on va dire. Non, mais le truc, c'est que ça fait beaucoup d'éléments. Parce que, par exemple, sur le champ magnétique, il parle de roche aussi. Donc, anguille se roche. Il n'y a pas que des anguilles. Mais alors, non, mais je souris aussi en pensant
à tous les travaux qu'on ne va pas aborder ici, mais tous les travaux qu'a fait André sur l'exploration effectivement de ce qui ressemble à des fossiles de végétaux ou à des végétaux en tout cas tout à fait réels. Donc Oui. on peut supposer, on ne va pas développer ici, mais s'il y a une vie végétale importante sur Mars, ce serait une des explications de l'abondance de l'oxygène. Ou l'abondance de l'oxygène nous permettra d'évaluer le développement, l'extension de la vie végétale sur Mars. Alors, puisque c'est un peu ça, André. Disons qu'on on peut pas l'exclure systématiquement, parce que ce qui se passe dans ces discours-là, c'est toujours oui, ça pourrait, mais plus probable que ce soit des roches. Donc, alors que finalement, ils n'en savent rien. Alors, il faut laisser la porte ouverte aux deux possibilités, surtout quand on a autant de faisceaux d'indices. Donc, s'il y a de l'eau en profondeur, on peut très bien imaginer une vie végétale abondante. N'est-ce pas, André? Ah oui, oui, c'est fort possible et fort probable, je dirais même. Mais bon. Attends, une dernière question pour l'eau, et on va conclure là en annonçant d'autres capsules sur ces thèmes. Mais j'ai mon scoop à faire. Attends, je termine et je te donne, tu concluras toi-même, André, Ahmed, avec André. L'eau en profondeur dans Valle Maerinaris, on est d'accord, André, si c'est de l'eau très salée, ce qu'on appelle les saumures, parce qu'il y a des eaux salées sur Mars qui ont été identifiées, qu'on appelle des saumures, cette eau, dans tous les cas, même si la température n'augmentait pas, alors qu'on, d'après ton exposé, on comprend que la température augmente profondément en l'occurrence, en profondeur, augmente considérablement en profondeur, mais même si ce n'était pas le cas, les saumures, c'est-à-dire les eaux salées, restent liquides à beaucoup moins que 0 degré Celsius, restent liquides à moins 40 ou moins 60 degrés Celsius, selon le taux de salinité. Oui, d'accord. Mais aussi, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Quand ils disent ça, ils disent, bon, oui, mais, il y a un mais, c'est que la pression, si la pression est faible, comme ils disent, l'eau de saumure s'évapore, elle sublime. C'est-à-dire qu'elle ne devrait même pas y en avoir. Or, là, il y en a aussi. Donc, on est encore, même là, même en prenant ça, on a quand même une pression qui est plus forte que ce qui est dit. Ce n'est pas possible. Sinon, ce sont des eaux salées, des saumures, comme on dit, donc ça forcément que la pression est très élevée. Ouais. Oui, et si ce ne sont pas des saumures, eh ben, effectivement, si c'est de l'eau. Mais ils ont trouvé de l'eau. De toute façon, je suppose que la température est supérieure à 0 degré Celsius à moins de 10 000 mètres. Si l'eau est liquide, oui. Donc des conditions favorables à la vie biologique, animale ou végétale, d'autant plus s'il y a de l'oxygène pour les organismes animaux, bien sûr. Alors, puisque vous parlez de vie animale, végétale et voire autre, des fossiles, tout à l'heure, Jean, tu parlais de fossiles. Alors, il y a 2 jours, j'ai un membre de ma famille, un beau-frère qui s'appelle Abdelrahim Mouhib, qui est archéologue et au Maroc, sur Casablanca. Et ils ont déjà découvert l'homme de Sidi Abderrahman qui a 350 000 ans. Et il y a 3 jours, ils ont découvert des restes hominines de fossiles découverts à Casa, 773 000 ans. Ça vient de sortir sur Nature. D'accord. Alors, rien, on voit pas. Ça, c'est les fossiles. Non, mais on voit pas. Ça, c'est les fossiles. Ah, c'est ça les fossiles. Ah oui. Voilà. Okay. Voilà, donc ça, je vous communiquerai. Ça n'a rien à voir avec Mars, mais. C'est une annonce. C'est une annonce. Et c'est une introduction, parce que quand on abordera les fossiles martiens. Exactement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Oui. Il y a du parallèle. J'aime bien ce que tu nous rappelles là sur les hominidés et puis les hommes modernes, parce que tu sais que l'homo sapiens moderne, je conclus sur la science mainstream et tout ce qu'on n'arrête pas de découvrir, qui dément les théories officielles. Pendant longtemps, l'homo sapiens, tu sais, l'homo sapiens moderne, était considéré comme existant depuis 100 à 150 000 ans, hein, pas plus. Ouais. Et auparavant, il y avait le Néandertal, etc. Et maintenant, on sait
grâce à des découvertes, entre autres au Maroc, effectivement. Ça, Voilà. j'ai appris ça il y a quelques années déjà, que l'Homo sapiens moderne, il date. D'accord, ouais. Oui, c'est en bas. 773 000 ans. Alors là, c'est un hominidé, je ne sais pas lequel c'est, si c'est un Homo erectus, mais l'Homo sapiens moderne, en vérité, on estime maintenant, selon des découvertes en fait au Maroc, entre autres, qu'il a au moins 300 000 ans. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on nous disait il y a 5 ans. On recule tout le temps. Tous les 6 mois, la science officielle change complètement ces données selon les découvertes, ce qui veut dire qu'effectivement, on ne peut pas se fier aux données de la science mainstream, que ce soit pour l'anthropologie terrestre ou les taux d'oxygène martien. Mais en fait, là, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a réuni des informations qui sont éparses. C'est toujours cloisonné, les choses. Hein. Et en le réunissant, on s'aperçoit qu'il y a toute une trame qui montre qu'effectivement, Mars n'est pas ce qu'on nous dit. Mais ce sont des travaux d'un côté, des trucs de l'autre qui sont révélés, de terrain, hein, puisque c'est pas juste, on le dit. Et il faut juste réunir tout ça. Et les gens, en général, ne sont pas trop habitués à faire les liens. Et il faut faire les liens pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans lien, on ne peut pas. Tout est sec, hein, sans lien. C'est des roches. Pardon. Vas-y, André. Oui, je propose de laisser les liens aux auditeurs, André et Jean, pour qu'ils aillent eux-mêmes faire les recherches et confirmer ou infirmer. Oui, c'est ce qui est prévu. Voilà. Bon, merci André pour cette vidéo, pour cet éclairage. Merci Ahmed. Et donc merci pour ton magnifique travail sur ton site, toutes tes vidéos. Et là, c'est une première capsule. J'espère que elle est en partie improvisée, elle est plus longue que prévu. Je pense qu'il y a beaucoup de matériel, d'outils de réflexion dans cette vidéo et que ça encouragera les gens à en écouter. Merci aussi à toi, Jean, parce que tu es quand même là aussi pour cadrer, hein, pour nous guider un petit peu. Donc, parce que moi, voilà. Mais il a un mauvais rôle. Donc, c'est bien. Merci aussi. Vraiment, oui. Très content. Mais écoute, à bientôt. Moi, je suis aux Antilles anglophones, hein, comme je t'ai dit. J'ai la chance, 1 ou 2 semaines, d'être aux Caraïbes. À bientôt, André. Allez, au revoir. Puis à la prochaine capsule. Alors. À très bientôt. Merci, Ahmed. Merci, bons auditeurs. Merci, aux auditeurs.